La guerre pour la première place mondiale de l'IA est déclarée et ChatGPT s'est mis en mode code rouge. C'était une entreprise qui nous avait promis l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle suprême, celle qui est capable de s'améliorer, qui est exponentiellement plus intelligent que vous, les amis, que moi et que tout le monde réuni. Et finalement, c'est incroyablement décevant. Le retard est rattrapé, l'état d'urgence est déclaré, les finances sont dans le rouge, rien ne va plus. Vont-ils devenir une Billions compagnie ou au contraire, Yahoo quoi. Yahoo qu'en fait personne connaît quoi finalement. C'était le Google du pauvre, ça a fait faillite. Donc est-ce qu'il se dirige pas tout simplement vers ça? On va essayer d'y voir un peu plus clair et je vais vous expliquer ce qu'est le code rouge. Pour ceux qui connaissent bien l'écosystème, vous pouvez avancer jusqu'à la partie où on va essayer de décortiquer ensemble le code rouge qui a été mis en place par monsieur Sam Altman, le PDG de OpenAI. On va mettre un petit peu de contexte, les amis. Qu'est-ce que c'est ChatGPT? 800 millions d'utilisateurs, 5% d'utilisateurs payants, affreusement déficitaire, même avec les utilisateurs qui payent 200 $ par mois. 13 milliards de chiffre d'affaires, 20 milliards de chiffre d'affaires projetés l'année prochaine. Une entrée en bourse prochaine à une valorisation de 500 milliards. On est quand même sur quelque chose de stratosphérique, sachant qu'à 20 milliards de chiffres, ça perd de l'argent. Des concurrents en face qui ont rattrapé le retard et qui en plus, eux, ont du cash et n'ont pas besoin d'argent. On va revenir également dessus. Donc on voit déjà que cette conjoncture a été assez compliquée. Pour remettre un peu de contexte, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est une start-up. Ils nous ont promis de la deep tech, c'est-à-dire de la technologie très profonde avec cette AGI. En gros, ils allaient travailler de façon tellement précise et avancée technologiquement sur la création d'un produit ultime qu'ils allaient créer un écart tellement important qu'il serait irrattrapable et finalement qu'il serait suprême, qu'on serait obligé de passer par eux à tous les niveaux. Et c'était ce qui se passait. Tous les concurrents avaient du retard, que ce soit Grok avec notre ami Elon Musk, que ce soit Gemini avec Google, ou Anthropic, donc qui s'est plutôt, avec Claude, occupé des professionnels, ils avaient énormément de retard. Mais en un an, Google a remonté la pente de façon stratosphérique. Google a aujourd'hui 600 millions d'utilisateurs. Ils maîtrisent absolument tout. La distribution, ils ont pu le mettre dans vraiment tout ce qu'ils ont et que ChatGPT n'a pas. Aujourd'hui, quand vous la ChatGPT, ben c'est une destination. Là où Google est une entreprise avec une architecture complète et qui peut finalement disperser sa technologie à des milliards d'utilisateurs et ils ont une base de données qui est juste suprême. Donc ils ont rattrapé les retards. La dernière version de Gemini bat ChatGPT à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est gratuit. Donc qu'est-ce que ça va donner? Problème également de rentabilité. Comment va-t-on rendre ChatGPT rentable? Ça perd énormément d'argent, ça consomme une énergie stratosphérique, une multitude de problèmes quand même. Une multitude de problèmes. D'ailleurs, si vous avez des solutions, vous les mettez en commentaire. Au-delà de ça, Gemini a pris de l'avance. Anthropic avec Claude a battu ChatGPT sur la partie professionnelle, parce qu'aujourd'hui, ils font un peu plus de 3 milliards de chiffres, là où ChatGPT en fait 2,8. Donc même au niveau professionnel, ils sont battus. Donc le bateau est en train de prendre l'eau. D'où notre état d'urgence. Il y a quand même des choses qui vont bien chez ChatGPT, toujours dans cette partie-là. Il y a une adoption massive, il y a une innovation qui continue. C'est un des outils, aujourd'hui, IA le plus utilisé dans le monde. Ils ont des partenariats stratégiques qu'ils ont signés ces derniers temps. Amazon, Disney, pour plus d'1 milliard et des utilisations. Ils ont leur expansion qui est très ambitieuse avec le projet Stargate, qui est aujourd'hui un des plus grands projets mondiaux qui n'a jamais été fait. Hein, vraiment, c'est exceptionnel. Donc, où l'idée, si vous voulez, assez innovante au départ, c'était d'avoir une suprématie avec des data centers et finalement de plus être un produit, mais d'avoir une maîtrise totale de la chaîne. Mais finalement, les autres le font aussi. Grok le fait aussi, Google le fait aussi. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Mais donc, il y a des choses très très bien. Les signaux d'alerte risquent de perte de part de marché très importante, avec notamment ce que Gemini vient de faire. C'était une entreprise qui faisait de la deep tech, et comme elle faisait de la deep tech, elle avait prévu une AGI, mais finalement, comme elle était un peu suprême, on avait un acteur qui était assez calme, assez patient, assez sûr de sa suprématie, et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'en fait, il ne prenait plus de risques. Parce que quand vous êtes une entreprise de deep tech, vous êtes un peu le nouvel entrant qui arrive dans un monde où il y a déjà des géants qui sont posés, et vous prenez des risques, vous innovez vite, vous tentez des choses complètement folles, vous êtes en train d'éclater un marché.
Et c'est ce qu'ils faisaient. Mais à force de siéger à la première place du trône, ils se sont calmés. Moins d'innovation, des deadlines qui sont plus là, des petites choses un peu plus discrètes qu'avant, une culture d'entreprise un peu moins ambitieuse. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est ressenti. Là où Gemini, chez Google, a explosé le système. Les deux fondateurs de Google sont revenus au board, ils sont revenus dans cette partie-là, ils ont investi, ils se sont mis, on les avait pas vus depuis 10-15 ans, en tout cas, opérer, quoi. Ils ont tout repris et ils ont rattrapé le retard. Donc ils se sont mis en mode start-up. Aujourd'hui, quand on parle d'une entreprise comme Tesla, par exemple, c'est plus une start-up, quoi. OpenAI était une start-up et ça a commencé à ne plus en être une. Et on voit qu'ils ont pris un train de retard dans un monde d'hyperscalers qui innove à une vitesse tout bonnement stratosphérique. Mais il y a eu une chose très courageuse qui vient de se passer. Sam Altman a déclaré le code rouge. Ça les met dans une position qui est difficile. Ça les met dans une position de suprématie à attention. Le bateau est en train de prendre l'eau, on a des enjeux financiers que les autres n'ont pas. Qui va gagner la guerre? On est un peu en position burn-out, volcan en éruption et plein de problèmes. Mais il reconnaît qu'il y a un vrai problème et il enclenche le code rouge. Donc qu'est-ce que c'est le code rouge chez ChatGPT? En gros, quand il déclare le code rouge, il repasse en mode startup. Vraiment, littéralement. C'est en mode, les gars, maintenant, on va arrêter. Tout ce qui passe au second plan est supprimé. Donc pause sur les projets qui sont pause stratégiques, réaffection des équipes, une priorité absolue sur la vitesse, la qualité des produits et surtout sur la rétention des utilisateurs. Le client, le client, le client, le client. Une accélération ultra violente des sorties, c'est pour ça qu'on a pu voir ces derniers temps des mises à jour beaucoup plus fréquentes, des features parfois imparfaites mais rapides, et des rollbacks. En gros, ils enlèvent des systèmes qui marchaient pas très bien, ils les mettent à jour, voire ils les suppriment complètement. Et en gros, tout ce qui est moyen, ils le dégagent. C'est un signe quand même d'une pression extrême, et en fait, c'est vraiment ce qui se passe. On n'a jamais vu un secteur aussi dynamique que celui qui est en train de se jouer, parce que beaucoup pensent que c'est vraiment une hégémonie mondiale, le futur est en train de se jouer maintenant. On va pas parler des Chinois qui sont finalement peut-être à la première place mondiale avec DeepSeek et j'en passe, mais vous avez compris vraiment ce qui se passe. Le code rouge aussi, c'est un changement de philosophie qu'ils ont imposé en interne. On sort quand c'est prêt, quand c'est safe. Ah, on sort vite, on teste, on corrige après, on itère énormément. Comme je vous le disais, c'est assez dangereux pour OpenAI, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment les premiers mondiaux. Risque du produit parce qu'il va y avoir plus de bugs, plus d'incohérences, moins de temps pour sortir les produits, donc pour affiner les choses. On commence à plus vraiment être Apple, mais on revient vraiment à quelque chose d'assez brut, rapide. Et on a pu le voir ces derniers temps, on n'arrive même pas à générer des images, il y a plein de choses, de mise à jour et j'en passe. Que vont-ils faire aujourd'hui concrètement? Ils veulent devenir une plateforme, pas un outil comme on l'a aujourd'hui. C'est leur seule chance de rentabilité. En gros, ils doivent en 2 ans être ce que Google a fait en 15 à 20 ans. Je ne sais pas si vous imaginez l'ambition. On parle de Google, une des plus grandes entreprises qui ait jamais existé. Et ils doivent faire Google en 2 ans. Et maîtriser la totalité des choses. C'est-à-dire que ChatGPT, ça doit être tout ce qui est sur l'OS. Ça doit être des API qui sont partout. Ça doit être l'intégration dans toutes les entreprises. En gros, on doit tous être dépendants à ça. Aujourd'hui, avant l'IA, est-ce que vous aviez un autre choix que Google? Quand vous vous achetez un ordi, est-ce qu'il y a autre chose que Apple ou Microsoft? C'est ça une boîte mondiale. C'est ça un leader mondial. Et donc c'est ce qu'ils doivent réussir à faire. Et ils ont 2 ans pour le faire. Je ne sais pas si vous imaginez le challenge. Ils doivent aussi verrouiller leur infrastructure avec Stargate. Et ça, c'est un vrai enjeu opérationnel. Pourquoi? Parce que c'est très dur à déployer, c'est énormément d'avances financières. Parce qu'en fait, ils doivent faire des data centers, énormément de cartes graphiques, c'est très compliqué. Donc ils doivent sécuriser le calcul, réduire la dépendance qu'ils ont à des clouds tiers, donc notamment beaucoup de choses qui sont chez Amazon, et ils doivent créer un avantage structurel et qui n'est pas juste logiciel. Multiplier également les partenariats politiques, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour eux qu'ils ont beaucoup mis en avant, là où Google et les autres ont l'air d'être un peu en retard. En gros, ils veulent se mettre dans les États, dans les administrations, dans l'éducation, dans la défense indirectement. Si un État dépend de ton intelligence artificielle, tu deviens systémique. Et ils ont mis en place une personne clé, je vous laisse vous en parler, vous le connaissez peut-être pas, il s'appelle George Osborne. Ils ont mis cette personne-là pour piloter une expansion mondiale
Et lui, c'est un ancien ministre britannique des Finances et il a été nommé directeur d'OpenAI pour les pays, en fait. Son rôle, c'est de travailler avec les gouvernements, négocier des partenariats d'infrastructure, aider à l'intégration de l'IA dans des systèmes nationaux et s'assurer que l'infrastructure respecte les valeurs démocratiques et de souveraineté. Donc ils ont vraiment cet axe-là. Ils ont mis en place des partenariats stratosphériques avec ASML, donc ceux qui fabriquent les cartes graphiques, avec Nvidia, avec Amazon, avec Microsoft, qui a 26% du capital. Donc aujourd'hui, ils sont loin d'être morts. C'est loin d'être joué pour eux. Mais c'est quand même très compliqué parce qu'ils recherchent énormément d'argent, là où les concurrents sont au même niveau, et pour information, ils ont 100 milliards dans les caisses. Google a 100 milliards dans les caisses. Là où les autres cherchent plus d'argent que les 100 milliards que les autres ont dans les caisses. Je ne sais pas si vous imaginez la différence. Il y en a une qui, pour survivre, doit dépenser, et il y en a une qui vit très bien, et qui a de l'argent pour essayer de prendre une place. Donc c'est compliqué, très compliqué. Donc le code rouge, pour synthétiser, c'est je repasse en mode startup, je reprends des risques, et je reprends l'ambition que j'avais au départ, et je sors de ma zone de confort, même si attention, il n'y était pas vraiment, mais là on repasse les bouchées doubles, tout le monde travaille 24 heures sur 24, c'est le feu et c'est l'hyperscaling. J'espère que ça vous a aidé un petit peu, il y a énormément de choses à dire, j'en ai certainement oublié. En tout cas les amis, on suit ça de près, abonnez-vous.